Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres de ce jeudi 29 septembre 2022. À la une ce soir, des sucreries toxiques à l'école de Fumbot. Une dizaine d'élèves et un enseignant se retrouvent à l'hôpital après avoir consommé des bonbons. Le commissionnaire est pointé du doigt. Près de 20 000 personnes meurent de maladies cardiovasculaires au Cameroun. À l'occasion de la célébration ce 29 septembre de la Journée mondiale du cœur, le 19h50 vous donne des astuces pour éviter le stress. Et dans ce journal également, Michael Tipkio vous propose une chronique sur l'interpellation de l'Organisation mondiale de la santé sur les dangers du fast-food au Cameroun, une sortie qui intervient dans un contexte où la restauration rapide prend son envol. Voilà pour les titres. Douze élèves et un enseignant se retrouvent à l'hôpital de Fumbot après avoir consommé des sucreries. Le paquet de bonbons aurait été trafiqué par l'élève commissionnaire. Ce dernier est accusé d'y avoir ajouté une substance toxique. Le récit de Samuel Baïha sur les images de Njoya Nourdine. Leur douleur abdominale est insupportable. 12 élèves et leurs enseignantes de l'école Sébec à Fumbot sont transportés d'urgence à l'hôpital ce mercredi 28 septembre. Ils venaient de consommer des bonbons au lait, ramenés par un élève, d'habitude commissionné par l'institutrice. Nous avons reçu effectivement 12 élèves de l'école Sébec de Fumbot, amenés par leurs enseignants, et suite à une consommation de bonbons contaminés dans une salle de classe. Les circonstances, nous n'en savons pas plus, sûrement les responsables de l'école pourront vous en dire. Et nous sommes contentés de les prendre en charge et s'assurer qu'ils sont en bon état. À l'école, directement fuse dans la foulée l'idée d'un empoisonnement collectif. Mais à l'hôpital, rien n'est officiellement confirmé. Les enfants ont été menés dans un tableau d'agitation, de douleur abdominale et de fatigue pour certains. Nous avons très rapidement déclenché notre système de prise en charge des urgences. Et les 12 ont été pris correctement en charge et aucun cas d'inquiétant à ce jour. Les parents ont accès en salle maintenant à faire les premiers soins pour voir leurs enfants qui sont en bon état. Le paquet des bonbons a été remis aux autorités afin d'analyser la substance digérée. Un autre phénomène toxique, cette fois à Douala, les microbes qui font perdre le sommeil aux autorités administratives. Bali, Akwa, Bonadibon, Grand Moulin, tous des quartiers de l'arrondissement de Douala premiers ont déjà reçu la visite de ces hors-la-loi. Et pour les mettre en déroute, les responsables administratifs traditionnels et sécuritaires se mettent ensemble pour organiser la riposte. On voit cela avec David Sandio et Thierry Nana. La sécurité doit régner dans l'arrondissement de Douala premier. La précision est de l'autorité administrative du coin. Notre arrondissement a été le théâtre récemment d'une série de braquages. Et cette gradation de l'insécurité nous interpelle au premier chef. C'est d'autant que notre rôle premier, fondamental, c'est l'encadrement des populations et l'encadrement au plan sécuritaire surtout. Le sous-préfet, face au chef traditionnel, garant du bien-être de la population, appelle à la remobilisation au moment où l'insécurité va grandissant avec le phénomène de microbes et l'arrondissement de Douala premier présente des zones criminogènes à détruire. Le problème de sécurité est posé en tant que tel et c'est vrai que y a un problème d'organisation à mettre en place, à actualiser plus que mettre en place, puisqu'il y avait déjà des éléments de sécurité qui étaient établis. Donc ça veut dire simplement qu'il y a un appel à la vigilance, un appel à la sécurité. Une synergie s'impose entre autorités administratives, autorités traditionnelles et autorités sécuritaires pour le retour à la sérénité. Nous avons convenu d'un certain nombre de mesures, au nombre desquelles la redynamisation des comités de vigilance, mais également un meilleur maillage dans les quartiers, une meilleure surveillance des quartiers pour que
des phénomènes comme ceux des microbes, ou alors que des braquages ne se fassent plus dans notre arrondissement. Arrivé à la tête de l'arrondissement de Douala 1er il y a quelques semaines, le sous-préfet, aux côtés des autorités traditionnelles, s'attaque à l'insécurité dans cette unité administrative. Il est difficile de se mouvoir dans certains quartiers de Yaoundé en cette saison pluvieuse. Un véritable calvaire pour les automobilistes qui préfèrent emprunter les voies de contournement pour éviter les nids de poules afin de ne pas abîmer leur véhicule. Voici le reportage de Mariam Mazou et Raoul Ngofo. Nous sommes au quartier Kondengi à Yaoundé, au lieu dit Carrefour Rinsik. Ici, il faut avoir un permis D pour circuler. De temps en temps, puis l'embrayage, jouer sur les pédales, il faut avancer, il faut reculer. Ça nécessite un peu plus d'efforts en conduite, c'est pas facile. Et ça fait consommer le véhicule. En plus des bouchons qu'occasionnent ces nids de poules un peu partout dans la ville de Yaoundé, ces derniers freinent également l'activité des conducteurs de taxi. Vous faites 5 minutes ici, à arriver dans peut-être dans notre carrefour ou dans un endroit, 5 minutes, ça fait lorsque vous totalisez tout cela en fin de journée, vous pouvez facilement perdre 2 à 3 heures de temps en une journée et ça réduit ce que vous pouvez rentrer avec à la maison. Un peu plus loin, au lieu dit Carrefour Bélibi, au quartier Anguissa, on assiste à peu près à un même scénario. D'immenses nids de poules qui rendent la vie difficile aux habitants de ce secteur. Et plus la magie ici, les loups standent partout là et tout. C'est plus très grave, t'as beau n'importe quoi, la saison sèche, la poussière, il y en a qui sont sur la terre là. La poussière remonte un peu de partout, on peut voir et tout. Vraiment, ça mal à l'aise. Ce mauvais état de route, on le retrouve aussi au centre-ville de Yaoundé, plus précisément à l'entrée du marché du Fundi. N'entre ici que celui qui s'y connaît en natation. Il y a des marques d'eau partout. Parfois, vous rentrez, quand vous ressortez, vous vous retrouvez éclaboussé par un véhicule. Soit-même, votre moto vous renverse dans cette boue. Donc, parfois, il faut réfléchir avant d'emprunter cette route. Chaque jour, on perd les pneus. Les pneus et les voitures se grattent partout là. On a du mal à prendre cette voie-ci. Et parce que moi, j'ai emprunté la voie-ci parce qu'il y a l'embouteillage là-bas. Avec le temps, ils se sont habitués à la situation tout en espérant voir arriver un jour sur ces lieux l'engin du bonheur. Situation difficile également à l'université de Douala, plongée dans le noir. Le campus est privé d'énergie électrique depuis plus d'une semaine et difficile pour les étudiants de suivre les cours. Ils disent être inquiets pour leur année académique si la situation perdure. Voici le reportage de Samuel Bayha. L'université de Douala est plongée dans les ténèbres. Seuls les escaliers en forme de voûte sont encore éclairés par la lumière du jour. Au sein de cet amphithéâtre, on écoute dans le noir et y aperçoit la silhouette de l'enseignant. Dans l'obscurité absolue et le poids de l'angoisse, les étudiants en salle tentent en vain de percer l'immense ombrage noir. Ça fait plus de 2 semaines déjà. Plus de 2 semaines, on n'a pas de lumière à l'université. Un vendredi, je crois dans l'après-midi, 15h, coupure. On se disait que ce sont des coupures, souvent inopportunes, ça passe les stages, mais on s'est rendu compte que 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines déjà, on n'a pas de lumière. Les fuseraient de l'ombre, sans électricité, tout le système est presque paralysé à l'université de Douala. Ailleurs, seuls des cours théoriques sont dispensés en journée. Et parfois, pas d'enseignants en vue. On fait le cours théorique sans pratique. Donc c'est là que ça nous dérange beaucoup. On est obligé de tout arrêter. On paye le transport, l'élection, tout le rentre, Il n'y a rien. À l'intérieur, les préinscriptions drainent du monde. Et pour les anciens étudiants, la situation à l'université de Douala reste un mystère. Oh, la suite, très très peur. 1,7 milliard de francs CFA, la facture impayée, réclamée par Eneo à l'université de Douala. À genoux, l'éducation et l'avenir des étudiants.
Dans l'actualité également, ce 29 septembre, l'on célèbre la journée mondiale du cœur et les complications liées aux maladies cardiovasculaires ont coûté la vie à des milliers de personnes au Cameroun. Pour s'en prémunir, une bonne alimentation est conseillée. On voit cela avec Mireille Flore des Fofotso et Marius Kosso. Généralement, je ne mange pas du cube. Même jusqu'à la maison, je ne mange pas du cube. Mais le sel, petite quantité. Chacun fait comme il va avec sa santé. C'est pourquoi quand je vais chez une vendeuse, je demande est-ce que tu veux me mettez trop de cubes, mettez trop de sel, c'est trop sucré. Ils sont nombreux à avoir compris que pour se mettre à l'abri des maladies cardiovasculaires, il faut contrôler son alimentation. Jeannette, appelée communément ici Mabija, doit céder aux exigences de ses clients. Les clients qui viennent ici, ils sont exigeants. Il y a d'autres qui ne veulent même pas le cube. D'autres qui ne veulent même pas entendre parler de sel. Quand il y a le sel, bon, ceux qui sont souvent là, ils disent qu'il faut qu'on l'enlève pour eux avant de mettre le cube. Oui, il y a des malades. Il y a des malades qui ne mangent pas trop d'huile. C'est connu que l'excès de sel, de gras et autres additifs culinaires sont néfastes pour le cœur. Une alimentation riche et équilibrée, pauvre en sucre, pauvre en graisse, surtout la mauvaise graisse, riche en protéines, pauvre en sel, va permettre à notre organisme d'avoir une immunité compétitive qui va donc lutter contre les facteurs extrinsèques, mais également contre le vieillissement naturel parce que la mauvaise graisse va accélérer la formation de l'athérosclérose et donc ce tapissement des artères du cœur par de la mauvaise graisse. La réduction des quantités, voire l'arrêt, protège des complications des maladies cardiovasculaires. Le fait de diminuer sa quantité de sel dans l'organisme va éviter la rigidité artérielle. Qui dit rigidité artérielle dit augmentation de la pression artérielle. Donc qui dit augmentation de la pression artérielle dit risque d'insuffisance cardiaque, d'AVC et d'autres complications. L'alcool est néfaste pour le cœur et l'activité physique est recommandée, martèlent les cardiologues. La célébration ce 29 septembre de la Journée mondiale du cœur est l'occasion de rappeler aux uns et aux autres la nécessité d'avoir un cœur sain. Et c'est près de 20 000 personnes qui meurent chaque année des maladies cardiovasculaires. Et pour éviter d'allonger la liste, les médecins recommandent une certaine conduite à tenir, en plus de ce que vous avez écouté dans l'élément de Mireille Flore des Fofotso. Et on voit cela avec Karel Mezachachoya et Samuel Ebakissé. Un organe musculaire, le moteur de la circulation sanguine, c'est le cœur. Ces battements peuvent être accélérés ou ralentis par une maladie. L'infarctus du myocarde, par exemple, communément appelée crise cardiaque. Elle correspond à la destruction partielle du muscle cardiaque due à l'obstruction d'une artère qui alimente le cœur en sang, en oxygène. Dans la liste des signes annonciateurs, pression ou inconfort au niveau de la poitrine. Le meilleur moyen de l'identifier. Pour les profanes, le meilleur moyen de pouvoir identifier, c'est de prendre le pouls du patient, qu'on peut palper au niveau du poignet ou alors au niveau du cou. L'absence de pouls peut faire témoigner d'un arrêt cardiaque. Les mesures à prendre en cas d'arrêt cardiaque, premièrement, identifier s'il s'agit d'un vrai arrêt cardiaque en recherchant le pouls du patient. Et lorsqu'on n'a pas de pouls, initier un massage cardiaque. Une maladie cardiaque parmi tant d'autres, responsable du taux de morbidité et de mortalité encore élevé dans nos hôpitaux. 17 000 patients décèdent chaque année au Cameroun. C'est un fléau assez important de nos jours, du fait des modifications des habitudes de vie. Le malaise est réel, mais il peut être évité. Il suffit d'agir sur 5 principaux facteurs de risque. L'hypertension artérielle, le tabagisme, l'obésité, les troubles du cholestérol et le diabète. Le patient hypertendu doit déjà connaître son statut et ceci passe par un dépistage. Le diabète également pourra être dépisté en faisant une glycémie à jeun ou même une glycémie fortuite. Et la prise en charge sera faite par un diabétologue. Concernant le tabagisme, il est important d'arrêter le tabac. Pour les troubles du cholestérol, un dosage sanguin est aussi nécessaire. Concernant l'obésité, la mise sur un régime nutritionnel adapté et la pratique régulière d'une activité sportive. Prescription d'un médecin cardiologue en service au centre des urgences de Yaoundé, rencontré à l'occasion de la célébration ce 29 septembre de la Journée mondiale du cœur.
Et entre vie chère, manque d'emploi ou instabilité sociale, il est difficile pour plusieurs personnes d'éviter le stress et l'angoisse, des émotions qui affectent le cœur et exposent à des maladies cardiovasculaires. On voit cela avec Titi Freeman et Henri Tina. On ne met pas le cœur. L'AVC est gratuit. Deux expressions vulgairement utilisées par les Camerounais pour dire qu'il faut éviter de stresser face aux difficultés du quotidien. Ça veut dire qu'on ne se donne pas à fond sur ce qu'on reçoit comme nouvelles. Donc on prend ça à la légère, qu'il faut rester toujours zen. Ça veut dire que tu simplifies, tu oublies, tu simplifies tout. Oui, là tu t'exposes, tu mets ton cœur sur quelque chose, que tu es exposé à l'AVC. Et comme c'est grave, c'est quelque chose, ça ne signale pas. Des phrases balancées pour le fun, pourtant au poids significatif. On croit que c'est une blague, mais c'est un conseil. C'est un bon conseil. Ne pas mettre le cœur sur quelque chose. Parce que ça t'évite des maladies. Effectivement, le stress et l'angoisse dues aux situations complexes de la vie ont un fort impact sur la santé du cœur. Le stress est un facteur de risque des maladies cardiovasculaires, au même titre que le tabac d'ailleurs. Le stress chronique va avoir des effets négatifs et sur le cœur et sur les artères. On pourra avoir des accidents cardiaques graves tels que des crises cardiaques, un accident vasculaire cérébral ou à la longue l'hypertension artérielle. Il est reconnu que lors d'une activité physique, on a des substances qui sont libérées telles que les endorphines qui vont procurer une sensation de bien-être. Donc si vous vous sentez bien, forcément vous êtes moins stressé. Il y a la méditation aussi. De bonnes pratiques qui vous éviteraient de faire partie des 17,9 millions de personnes qui décèdent chaque année à travers le monde des suites de maladies cardiovasculaires. Le fast-food camerounais est extrêmement nocif pour la santé. L'Organisation mondiale de la santé a tiré la sonnette d'alarme il y a quelques jours en publiant une note sur le Cameroun, sur la liste noire des producteurs et consommateurs d'huile partiellement hydrogénée, de l'huile utilisée dans l'industrie du fast-food pour la fabrication des pizzas, hamburgers et autres. C'est l'objet de la chronique de ce soir avec Michael Tipkio. Bonsoir. Bonsoir Alain Gislan-Kanga. Cette interpellation de l'OMS intervient à un moment où l'activité de la restauration rapide est en pleine croissance. Et oui, Alain, remarquez avec moi que ces dernières décennies, le secteur de la restauration rapide au fast-food a pris des proportions importante, s'enrichissant de nombreuses marques étrangères dans de nombreux pays en développement. Le Cameroun ne fait pas exception. On constate une ruée des consommateurs vers cette gastronomie et naturellement, le domaine attise l'appétit des investisseurs. L'émergence et le succès de cette cuisine rapide auprès d'une certaine classe sociale s'explique par plusieurs raisons, dont l'envie de gagner en temps, une population jeune en voie d'occidentalisation, l'urbanisation rapide, l'évolution des habitudes alimentaires et des modes de vie. De nombreux fast-food proposent un menu principaux des frites, pizzas, shawarma et des burgers. Pour ne citer que ceci, une certaine clientèle y trouve pour son compte sans pour autant se soucier, des conséquences sur la santé. Et pourtant, les décisions et autres nutritionnistes s'inquiètent sur l'apport nutritionnel de ces aliments pour l'organisme. Effectivement, Alain Gislan, en référence à sa composition faite de plusieurs ingrédients importés, dont le fromage, les champignons, les jambons et bien d'autres, toute cette gamme de fast-food offre certes un apport énergétique, mais manque de vitamines, de calcium et de nutriments. Ce modèle alimentaire inadéquat sur le plan diététique, en faible apport nutritif et n'apportant principalement que de l'énergie, est une malbouffe selon ces professionnels de la gastronomie. À cela s'ajoute la présence des substances chimiques comme des conservateurs, des carences et l'absence des fibres alimentaires sont des portes ouvertes à certains cancers, notamment ceux du tube digestif, preuve donc du caractère artificiel de l'alimentation des fast-foods. Et pour revenir à la note de l'Organisation mondiale de la santé que vous avez évoquée au début et qui s'adresse au Cameroun, l'organisation
précise que les fast-foods n'ont aucun avantage nutritionnel et leur consommation peut être néfaste pour la santé du fait de l'utilisation des acides gras trans. Et c'est quoi les acides gras trans? Selon l'OMS, ils constituent le pire type de graisse que vous puissiez consommer. Une consommation élevée des acides gras augmente de 34% le risque de décès, toutes causes confondues. Et l'Organisation mondiale de la santé estime donc qu'ils sont à l'origine d'environ 54 000 décès chaque année. L'OMS prescrit pour protéger la santé des consommateurs camerounais une limite nationale obligatoire de 2 grammes d'acide gras trans produits industriellement pour 100 grammes de matière grasse totale dans tous les aliments. Alors, Michael, est-ce que ces interpellations de l'OMS seront entendues et qu'en disent les ministres de la Santé publique et les associations de défense des droits de consommateurs? À notre connaissance, Alain Gislain, il n'y a pour le moment aucune organisation pour réguler le secteur des fast-foods. Et comme toute activité commerciale, tout le monde s'y adonne. La seule chose qui intéresse, c'est la déclaration du chiffre d'affaires, payer les impôts et les taxes, mais pas le contrôle pour la qualité de ce qui est vendu aux consommateurs. Vous le voyez donc, c'est la santé du citoyen qui est sacrifiée à l'autel du profit et du gain. Et pourtant, c'est le ministère en charge de la santé publique qui a cette responsabilité. L'a-t-on déjà entendu prendre la parole sur la question? Encore une fois, à notre connaissance, non. Quid des associations de défense des droits des consommateurs? Elles semblent avoir d'autres préoccupations et pourtant, le traitement de toutes ces maladies liées à la malbouffe affecte bien plus que le citoyen. La société elle-même s'en trouve également fortement impactée alors que nos hôpitaux publics peinent encore à disposer de plateaux techniques adéquats et à prendre en charge certaines pathologies. La question de la malbouffe mérite bien réflexion. Si rien n'est fait pour régulariser le secteur pour une gastronomie plus saine, la santé publique, dans les années à venir, en prendra un coup et une jeunesse malade ne sert certainement pas un pays. Merci beaucoup, Michael Tipio. Et dans l'actualité également, les regroupements publics interdits le 1er et le 2 octobre prochain dans le département du Mungo. Une décision du préfet qui suscite des interrogations au sein de la population et certains sont déjà habités par la peur. Les précisions avec nos correspondants sur place, Arnaud Devarionda et Luciano Ndiako. Il n'y aura pas de manifestation publique autorisée dans le département du Mungo les 1er et 2 octobre 2022, à l'exception des deuils, funérailles et cultes, l'a signifié Yves-Bertrand Noël Djana dans un arrêté préfectoral signé le 28 septembre dernier. Et pour comprendre les raisons de cette sortie du préfet du Mungo, nous rencontrons Ebenezer Afé, enseignant d'histoire chargé de la pédagogie au collège Tchoumoaron de Melon. Le 1er octobre est date d'indépendance du Cameroun anglophone. Et depuis quelques années, nos compatriotes de cette partie du pays se réclament être membres d'un État virtuel. Donc, cette sortie de monsieur le préfet vient annihiler toute vérité sécessionniste dans son territoire de commandement. Une sortie qui suscite pas mal de réactions dans les rues du département du Mungo. La décision du préfet, c'est bien beau, mais il reste à savoir comment est-ce qu'on fera pour éviter ces gens se retrouver peut-être à 10, à 5 et à 15. Ce regroupement-là, le fait qu'ils refusent cela, c'est bien pour nous. C'est pour nous mettre en confiance, c'est pour nous garder. Si cette mesure préfectorale est à saluer par les populations, dans ce sens qu'elle s'inscrit dans l'intérêt de la sécurité de celles-ci, il n'en demeure moins qu'elle peut également susciter la peur au regard du contexte sécuritaire actuel, le Mungo étant limitrophe avec les zones en crise. Sauf que elle va engendrer une psychose, une peur généralisée au sein de l'opinion publique qui n'a pas d'amples informations au sujet de la décision de monsieur le préfet. Aucun administrateur n'a souhaité s'exprimer à ce sujet car en matière de sécurité, le silence prévaut. Les populations sont invitées à collaborer pour l'application de cette mesure à laquelle le préfet attache du prix. Plus de 300 000 nouveaux inscrits sur les listes électorales en 2022 au Cameroun. Des chiffres révélés par Elections Cameroun ce jour à l'occasion de la 3e session ordinaire annuelle du Conseil électoral de l'ICAM. Les précisions avec Daniel Anissé-Boudier et Serge Alain Ziebo. Avec 338 407 nouveaux enrôlés en 2022,
Le fichier électoral d'Elections Cameroun passe de 6 981 745 à 7 320 152 inscrits, dont plus de 3 millions de femmes. Des résultats salués par le président du conseil électoral, Eno Abrams Ekbe, au cours de la 3e session ordinaire de l'instance tenue ce 29 septembre à Yaoundé. Une session consacrée essentiellement aux questions budgétaires. Le fonctionnement des commissions mixtes locales de révision des listes et surtout l'acquisition de sites pour la construction d'infrastructures devant abriter les démembrements territoriaux de l'ECAM figurent au rang des priorités. Ceci devrait, selon les membres du Conseil, réduire à zéro les dépenses en matière de location qui pour l'instant créent un incident majeur sur la trésorerie. Le prochain budget devra également tenir compte du renforcement des capacités des points focaux Elections Cameroun, logés dans les ambassades et postes consulaires du Cameroun à l'étranger. L'activité jugée capitale par les membres du Conseil électoral s'inscrit dans la perspective du cycle électoral 2023-2025, avec les sénatoriales, les législatives et la présidentielle. Et l'ECAM entend rendre ces échéances plus inclusives, avec un point d'honneur sur l'inscription des Camerounais vivant à l'étranger. Et pendant ce temps, les militants du SDF attendent toujours le nouveau bureau de la circonscription électorale de Loum après l'annulation de la récente élection qui s'est achevée par une rixe. Les membres de la commission du NEC ont tenté en vain de trouver un terrain d'entente. Arnaud Devarionda et Luciano Diaco. Il faudra encore attendre pour connaître le président de la circonscription électorale au sein du Social Democratic Front dans la ville de Loum. Malgré l'intervention du NEC, le torchon continue de brûler. Nous sommes allés au-delà de tout. Le cordon nous a appelé à un huis clos, nous étions 3 candidats. Nous sommes tombés d'accord qu'on allait aux élections. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Celui qui est capable de faire avancer le SDF, allons-y aux élections simplement. Pour calmer le jeu, la commission du NEC essaye d'expliquer les tests du parti de 2016 qui semblent être le nœud de la discorde. Ça existe dans les résolutions de 2016. Cette résolution avait été prise pour que tous ceux qui étaient maires, adjoints aux maires, ne doivent pas être le président de circonscription électorale. Pourquoi on avait d'abord voté ce texte? C'est parce qu'on s'est rendu compte que des fois, quand quelqu'un est PCE, il est maire, pour faire la liste pendant l'élection, il supporte. Il fait d'une façon où il écarte certains militants. Ceci étant clair, les militants n'attendent qu'une seule chose, le respect des tests. Alors je suis venu regarder chacun de vous et vous dire, nous avons un acquis. Qu'est-ce qu'on fait pour préserver l'acquis? Est-ce qu'il faut aller dans la bataille? Si nous pensons qu'il faut aller dans la bataille étant divisés, nous nous trompons. Et ce que nous attendons de cette commission-là, ce n'est que le respect des statuts afin que la vérité puisse triompher au sein de différentes populations de la localité de Loum. Les élections ont à nouveau été suspendues et reportées à une date ultérieure. Autre chose à présent, allez jeter un coup d'œil à la première cotation à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. 2 nouvelles lignes d'actions et d'obligations, emprunt obligataire de l'État du Cameroun et l'entrée de la Banque sur la place boursière. Et dans un contexte où l'institution était en manque de mouvement, voici de quoi faire bouger les choses. Aimé Catherine Moukouri et Stéphane Benac. Elle sonne, la cloche de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Dynamisme souhaité sur la place boursière au rendez-vous ce 28 septembre avec 2 lignes d'action enregistrées. D'abord, l'accueil de la toute première banque cotée par cette institution, la Banque équato-guinéenne. Banquet, c'est un grand pas pour la bourse de la CEMAC qui ne compte jusqu'ici qu'une poignée d'entreprises. 35% pour atteindre 584 milliards de francs CFA et un flottant de 58 milliards de francs CFA. Constaté au terme de la séance de bourse lundi, le 26 septembre 2020. La Banque, qui a augmenté son capital de 20 à 56 milliards de francs CFA, a étendu son réseau au Cameroun. Elle met sur le marché primaire 50 000 actions pour une valeur de 10 milliards de francs CFA environ. Pour soutenir les efforts du chef d'État de la CEMAC dans l'optique de dynamiser le marché financier de l'argent, Banque a créé en 2021 la société de bourse
Banca Sociedad de Valores. Autre ligne d'action, l'emprunt obligataire CMR 6,25% 2022-2029 du Cameroun, enregistré par la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale. Il servira aux investisseurs à se procurer des obligations sur le marché secondaire de l'activité regagnée grâce à ces deux actifs. Place boursière qui avait pour ambition de voir intégrer pas moins de 5 entreprises par État depuis 2 ans maintenant, prend là un nouveau souffle. Elle qui est lancée dans la dynamique d'atteindre la vivacité des bourses en tête du continent. À l'étranger, ouf de soulagement pour les associations des victimes du massacre du 28 septembre à Guinée équatoriale depuis l'ouverture du procès de Dadis Camara et compagnie hier. Elles espèrent que justice sera rendue au Nigeria. C'est parti pour la campagne présidentielle de 2023 et la jeunesse veut jouer un rôle important dans le changement du pays. L'île Piédiou, Calvin Tekam, Escalmonde. « 13 ans, jour pour jour après les faits, le procès du massacre du 28 septembre 2009 s'est ouvert à Conakry. Un représentant de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme se félicite d'un moment historique pour les victimes. Tout d'abord, il faut souligner que c'est un moment historique pour toutes les victimes, mais aussi pour l'ensemble du peuple de Guinée. Car comme vous le savez, ce que nous avons vécu le 28 septembre, c'était un événement très douloureux. Et donc la Guinée était attendue. Et vous savez quand même, en vertu de son obligation de se protéger, c'est l'État guinéen qui avait l'obligation de juger ce dossier. Donc 13 années après, je pense que c'est une étape importante qui vient d'être franchie aujourd'hui avec, en tout cas, c'est l'inauguration du bâtiment. En termes d'engagement politique, nous pensons que les messages sont très clairs, ils sont très bien. Et maintenant, nous allons juger les gens aux actes. Et il appartiendra maintenant aux magistrats qui sont désignés pour juger ce dossier et de faire aussi le travail technique et scientifique pour que la lumière soit faite. Le président Moussa Dadis Camara a été un de ceux-là qui a longtemps et plusieurs fois réclamé la tenue de ce procès. Pendant 13 ans, le président Dadis n'a cessé de clamer haut et fort et partout son innocence. Pendant 13 ans, il n'a cessé de revendiquer la tenue de ce procès. Pendant 13 ans, il a toujours demandé à rentrer au pays pour faire face à la justice. En présence d'officiels, le tribunal flambant neuf, construit pour l'occasion, a été inauguré avant l'ouverture du procès. Voilà, Moussa Dadis Camara et une dizaine d'anciens officiels militaires et gouvernementaux doivent répondre du massacre commis ce 28 septembre 2009. La vérité sera dite, non seulement rien que la vérité, parce que le colonel Doumbouya a promis et le ministre de la Justice aussi a promis et on a vu la réalité. Tout ce qui restait aujourd'hui, c'était de leur demander s'ils reconnaissaient les faits ou pas. Voilà. Mais le tribunal a décidé de reporter la question à l'audience prochaine. C'est un grand procès, c'est un dossier très sensible, c'est un dossier qui comporte plusieurs pièces. Pour le respect même des droits de la défense, enfin des droits de toutes les parties, nous avons besoin d'un petit temps de préparation pour revenir à l'audience. Donc, sur notre demande appuyée par le parquet et acceptée par la partie civile, le procès est renvoyé au mardi, le temps pour nous de prendre communication des pièces du dossier et d'aller maintenant au vif du sujet. Un procès réclamé depuis plusieurs années par les victimes. Les élections générales de 2023 sont cruciales car les Nigérians se rendront aux urnes pour élire le successeur au président Mohamed Buhari. La campagne au Nigeria commence aujourd'hui et c'est la première fois que je vote. J'aimerais voir les candidats parler pour que je puisse choisir la bonne personne pour qui voter. Pour cette élection 2023, nous devons voter correctement et sagement. Cette fois, je ne veux pas juste m'asseoir et dire tout ce qu'ils m'apportent ou ce sur quoi ils sont d'accord avec moi. Je veux prendre ce pas audacieux toute seule. Laissez-moi voir si mon vote comptera ou non, ce qui est d'autant plus la raison pour laquelle j'ai décidé que cette année, je dois aller chercher ma carte d'électeur et voter. Nous sommes prêts à voter pour qui va changer notre vie. Nous ne tournerons pas autour du même cercle chaque fois. Toutes les vieilles histoires, toutes les choses qui nous sont dites, tous les mensonges que nous entendons dans la campagne, il n'y aura plus de mensonges.
Le Nigeria, le pays noir le plus peuplé, traverse actuellement un ralentissement économique, des problèmes de sécurité et une crise de l'éducation, entre autres. La jeune génération d'électeurs sera un élément clé pour déterminer qui deviendra le prochain chef de la nation. Et avant de refermer ce journal de la réclame avec le salon Mercator qui a ouvert ses portes à Yaoundé pendant 5 jours, visites guidées et des sites touristiques et expositions y seront organisés. Objectif, promouvoir les richesses culturelles et le savoir-faire camerounais. Regardez. Coupure du ruban par le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, en guise d'ouverture de la 4e édition du Salon Mercator, ici, à Yaoundé. La balade touristique peut alors commencer. Sur les lieux, des dizaines de stands représentant chacun des valeurs culturelles, traditionnelles, mais surtout des histoires de notre beau pays, le Cameroun. Ouvert depuis hier à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé, cet événement s'annonce grandiose avec des innovations poignantes. C'est que nous avons associé les médias que vous êtes. Nous avons associé les collectivités territoriales décentralisées. Nous avons associé aussi les chefs traditionnels parce que nous pensons qu'ils sont gardiens de la culture et le tourisme sans culture ne pourrait pas profiter à une économie comme la nôtre. Parce que nous avons besoin d'une identité culturelle pour pouvoir nous affirmer. Du 27 au 31 de ce mois, plusieurs activités vont suivre cette cérémonie d'ouverture. Nous avons entre autres des conférences, des tables rondes et des échanges interactifs entre les opérateurs du secteur du tourisme. Tout ce qu'il faut pour redonner vie à ce secteur d'activité qui a connu pas mal de bémols avec la crise à coronavirus. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Bouba Maïgari, présent à cette cérémonie, n'a pas manqué d'exprimer sa joie. Le coronavirus a beaucoup touché le secteur du tourisme et des loisirs. Et le monde du tourisme reprend un peu partout, et ici au Cameroun. Nous voulons relancer le tourisme et organisation du Mercator est bienvenue pour la relance du tourisme. Toutefois, les promoteurs du salon Mercator sollicitent la présence massive des hommes des médias. Sans les médias, le tourisme ne peut pas porter. C'est avec les médias que le tourisme va porter comme le sport le fait déjà si bien. La présence des guides touristiques au salon Mercator prouve la grandeur de cet événement qui, à l'occasion, offre aux visiteurs des excursions dans des sites touristiques camerounais. Et ici au site, nous avons programmé des excursions touristiques chaque jour, 2 excursions que nous offrons aux populations qui viendront s'inscrire. L'endroit est bien choisi pour promouvoir également le bureau d'information touristique. Dont les missions sont l'accueil, l'orientation et l'information des visiteurs de Yaoundé, et également l'accompagnement et le guidage des touristes dans la ville de Yaoundé, et aussi la promotion des produits locaux. Durant 5 jours, l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé va vibrer au rythme de Kalangu et de la Siko en l'honneur de la 4e édition du Salon Mercator. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.